Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Allel Aswany pour son dernier livre qui est présenté dans le programme sous le titre La République comme si, mais vous aurez rectifié de vous-même. En fait, le titre a changé. Ça, c'était le titre original en arabe et en français, donc aux éditions Actes Sud, J'ai couru vers le Nil. Il y a 4 ans, nous étions là, Allel Aswany et moi, pour parler de son avant-dernier roman, l'Automobile Club d'Égypte, qui, sous couvert de raconter l'Égypte coloniale des années 40, embrassait avec une très rare justesse, comme toujours avec lui, les problèmes qui agitent le monde arabe contemporain. Mais contrairement à l'immeuble Yacoubian, contrairement aussi un peu à le roman qui vous a fait connaître, et qui vous a fait connaître avant qu'on découvre Chicago, il y avait dans l'Automobile Club d'Égypte aucune nostalgie. Parce que la révolution à laquelle vous aviez très ardemment participé, vous permettait à ce moment-là, vous permettait de puiser l'espoir dans l'avenir et non plus dans le passé. C'est une toute autre tonalité en fait qui émane aujourd'hui de votre dernier livre. J'ai couru vers le Nil, donc, et cette fois encore, c'est un livre qui, à mes yeux, vraiment le grand roman de la révolution égyptienne, que vous racontez, vous en racontez les mois qui précèdent, l'instant T, et puis les mois qui ont suivi ensuite. C'est pour moi une œuvre majeure, polyphonique là encore, c'est-à-dire plusieurs personnages qui s'entrecroisent avec ce style direct qui vous caractérise. C'est un texte qui est haletant, il est absolument impossible de le poser avant de l'avoir fini parce qu'on est emporté par cette ronde de personnages qui là encore se croisent, se fréquentent, s'aiment, se tuent aussi, se frôlent parfois. Qu'il s'agisse du général Alouani qui dirige un centre de torture, du chauffeur Madani qui travaille pour une usine, de leurs enfants, de Nourhan, la présentatrice télé, ou bien du Cher Chamel, le prédicateur. Ce roman a un ton différent parce que moi je l'ai ressenti comme cinglant, très en colère à l'égard de certains de vos compatriotes, dont la corruption, l'hypocrisie apparaissent comme insoutenables. Alors vous me direz, c'est jamais moi qui parle, ce sont les personnages, mais c'est vraiment ce que l'on retient. Et on a l'impression que tout ça, vous l'avez gardé et que ça déborde et ça explose dans ce livre. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qu'on parle ensemble. Mais avant, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle qui part d'une phrase du livre. Pardon, je voudrais commencer par vous parler de destin. Parce qu'il y a un personnage du livre, et on sent que c'est vraiment un personnage auquel vous êtes très attaché, qui est le personnage d'Ashraf Wissa, qui est comédien, qui est copte. Il dit à sa maîtresse, qui est aussi sa domestique, en Égypte, lorsqu'un homme naît, son destin est déjà fixé. Et moi, Allel Aswany, je voulais savoir si, quand vous êtes né, votre destin était déjà écrit. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais quelle belle question. Mais je ne sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas forcément d'accord avec mes personnages. Parce que mes personnages deviennent indépendants. Je crée les personnages et après, ils m'échappent, ils deviennent indépendants. Parfois, ils disent des choses avec lesquelles je suis d'accord. Plusieurs fois, ils disent des choses, des bêtises parfois. Mais c'est à eux de décider parce qu'ils sont devenus indépendants. Avec Ashraf, oui, on partage beaucoup de choses. Beaucoup. Mais je pense, ce qu'il voulait dire, c'est que la société est paralysée en un sens. C'est qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. C'est que vous êtes né dans une famille qui est riche, tu seras riche. Tu seras très bien éduqué. Si tu es pauvre, tu restes pauvre. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, malheureusement, le cas en Égypte. Même les gens au pouvoir, ils essayent tout le temps de convaincre, à travers les médias, les gens, les Égyptiens, que
mais pourquoi par exemple, pourquoi tu insistes d'étudier à l'université? Pourquoi tu ne fais pas un travail simple? Pourquoi tu ne sais pas quelqu'un qui fait quelque chose de simple comme ça, tu gagnes ta vie? Alors, ils gardent les universités pour leurs fils, pour leurs enfants. Alors, ça, on le voit en Égypte et je pense, parce que je viens de dire qu'ils sont indépendants, ils disent ce qu'ils font, j'essaye de les comprendre, vous voyez. Je pense qu'ils voulaient dire ça. Ils voulaient dire ça. Et vous, vous êtes né dans une famille dont le père était avocat, mais écrivain aussi. Et oui, écrivain, avocat, j'avais de la chance, parce que j'étais enfant unique et j'étais très attaché à mon père. Et, mon père était un grand écrivain, un avocat. Alors, j'ai appris... J'étais toujours dans la littérature, et les copains de mon père étaient des écrivains, des artistes très importants de l'Égypte. Alors c'est grâce à mon père que je me suis intéressé à la littérature, à l'écriture. Et lui, il m'a toujours enseigné. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, quand j'étais petit, j'ai commencé à écrire très tôt. À l'âge de 12 ans, j'ai écrit mon premier texte. Et après, il me disait, par exemple, il y a des romanciers que tu ne dois pas lire maintenant. Tu dois lire. Il m'a dit, tu ne dois pas lire Dostoïevski avant l'université, avant l'âge de 19 ans. Parce que c'est le plus grand et tu ne seras pas capable de comprendre. Quand tu es interdit et tu es enfant, alors tu essaies tout le temps de faire alors, j'ai essayé d'une manière discrète de lire Dostoïevski. Ouais. Alors, à un moment donné, il m'a trouvé en train de lire Dostoïevski. Il a dit, écoute, c'est vraiment ce que tu fais, c'est pas bien, parce que ça, c'est le plus grand. Tu ne sois pas maintenant jamais capable. Tu ne seras jamais capable de le comprendre. Et c'est vrai. La première fois que j'ai lu Dostoïevski, j'étais à l'université à l'âge de 20 ans, par exemple, et vraiment, c'était un autre monde. Quel grand maître. D'accord. Alors, on va parler de J'ai couru vers le Nil. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire ce livre? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Intéressamment, j'ai signé pour écrire un autre roman. Ouais. Et j'ai signé avec... Je suis traduit en 37 langues. Ouais. Alors j'ai 41 ou 42 maisons de publication. Alors j'ai signé pour un autre roman. J'ai commencé à écrire l'autre roman, mais... C'était tout de suite, pardon, tout de suite après la Révolution ou... C'était après l'Automobile Club, c'était ouais. 2014. D'accord. Mais j'ai senti que vraiment, non, c'est pas ce roman que je veux écrire l'autre. Alors, c'était un sentiment. Parce qu'on ne décide pas pour écrire le roman, on sent. Vous êtes toujours motivé par un sentiment. Alors, j'ai senti que je dois écrire l'autre roman. J'ai arrêté, j'ai écrit ce roman. D'accord. Et est-ce que vous aviez un auteur en tête pour l'écrire? Moi, pour moi, vraiment, il me renvoie parfois aux grands auteurs français du 19e siècle. Est-ce que vous aviez des auteurs qui vous inspiraient particulièrement ou qui... Beaucoup. Oui. Beaucoup. Je lis en arabe, en français, en anglais et en espagnol. Alors, j'ai pas mal d'auteurs, vous voyez. Si vous voulez, je peux citer des noms. Hein. Il y a le grand Balzac, par exemple. Oui. Il y a Victor Hugo. Il y a tous les grands de la littérature française que j'ai étudié à l'école. Et il y a Gabriel Garcia Marquez, oui. Naguib Mahfouz, Ernest Hemingway. Il y a beaucoup de noms. Oui. Mais pour dire la vérité, j'avais de la chance d'étudier la littérature française quand j'étais petit, parce que ça m'a marqué, ça m'a donné vraiment une influence très positive. Et je peux trouver même l'influence de quelques écrivains français sur mon écriture, maintenant. Comme qui? Comme Jean Labruère. Oui.
Oui. La bruyère. On a étudié, c'était mon premier texte que j'ai écrit. J'étais influencé, on étudiait, parce qu'à l'époque, au lycée français du Caire, on étudiait les textes simplifiés quand on était petit. Et alors, j'ai étudié les caractères de la Bruyère. Et j'ai essayé de faire des caractères de mes oncles, les membres de ma famille, à la manière de la Bruyère. Alors, j'ai écrit des caractères, des portraits à la façon de la Bruyère de mes oncles, qui sont les frères de mon père. Mais j'ai fait 2 fautes. Une faute, c'est que je n'ai pas changé les noms. La deuxième faute, qui était plus grave, c'est que j'ai utilisé l'opinion de ma mère, qui était très négative, très négative. Alors j'ai écrit ce texte et je suis allé pour voir mon père et j'ai dit, mon père, j'ai écrit un texte comme la Bruyère, et il était content, hein. Il a dit, oh, comme la Bruyère, parce que lui il était francophone aussi. Je dis oui. Alors montre-moi. Et j'ai dit des choses terribles sur ses frères, qui étaient l'opinion de ma mère. Hein. Quelqu'un est paresseux, quelqu'un je ne sais pas quoi, il demande l'argent de mon père tout le temps, des choses pareilles. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est absolument mal poli. Alors, il a jeté le texte. Et moi, j'ai couru, pas vers le Nil, mais vers ma chambre. Vers votre mère. Exactement. Alors, après 10 minutes, il m'a appelé, j'étais vraiment en train de trembler, et il a dit, viens. Et il m'a dit, la première 2 leçons de littérature que j'ai eues, il m'a dit, quand tu écris des gens qui sont vrais, qui existent, tu dois changer le nom. A et B, tu décris des personnes. Alors, tu dois avoir plus qu'une seule source. Parce qu'il a compris que c'est ma mère qui m'a dit ça. Alors, tu devrais me demander mon opinion aussi. C'est une très bonne leçon. Ouais. Alors, justement, pour poursuivre sur l'écriture, comme je l'ai dit, l'immeuble Yacoubian, enfin, pour ceux qui vous ont lu, l'immeuble Yacoubian ou l'Automobile Club du Caire sont des romans historiques. Est-ce que là, J'ai couru vers le Nil est un roman d'histoire ultra contemporaine? Est-ce qu'on écrit différemment quand on écrit un roman historique qui plonge dans le passé et quand on écrit un roman d'une histoire contemporaine à laquelle vous avez vous-même participé? Vous avez eu une place quand même importante dans cette révolution. Merci. Non, moi je ne comprends pas les classifications du roman, honnêtement. Je pense qu'un roman, c'est une vie sur les papiers qui ressemble à notre vie, mais qui est plus profonde, plus significative et plus belle. Alors, il s'agit de créer une vie, des personnages vivants, quel que soit le contexte. S'il s'agit d'un roman qui s'est passé au XVe siècle ou qui se passe maintenant, la différence pour moi n'est pas significative. Ce qui compte, c'est être capable de créer une vie, une vraie vie dans le roman. Et je me suis trouvé partout, par exemple, parce que tu écris toujours ce que tu as connu, ce que tu as su, ce que tu as vécu. L'immeuble Yacoubien, j'avais mon cabinet dentaire à l'immeuble Yacoubien du Caire et c'était le bureau d'avocat de mon père là-bas. Alors c'était un monde dans lequel j'ai vécu. L'Automobile Club. Mon père était l'avocat de l'Automobile Club. Alors il m'a amené quand j'étais petit, alors j'ai senti l'atmosphère, j'ai vu, c'était pendant les années 60, le roi n'était plus là, mais il y avait des serviteurs et des cuisiniers qui étaient restés fidèles au roi. Alors il me racontait tout le temps, que j'étais très petit, hein, il m'a raconté des histoires sur le roi, parce qu'ils ont connu le roi. Alors, après 40 ans, quand j'ai senti que je vais écrire l'Automobile Club, j'ai eu tout dans mon cœur et dans ma tête, ce que j'ai entendu quand j'étais petit. Alors, il y a toujours un lien
Il y a toujours quelque chose en commun avec ce que tu écris comme roman. D'accord. Et alors justement, par rapport à ces personnages dont vous dites qu'ils sont totalement indépendants, ils font ce qu'ils veulent, Oui. et qu'ils vous dictent en fait le livre. Oui. Quel est, des personnages de J'ai couru vers le Nil, quel est celui dont vous vous sentez le plus proche, puisqu'il y en a... Moi, j'essaye d'aimer mes personnages, parce que un aspect de littérature, un grand aspect de littérature, c'est que on apprend grâce à la littérature que il n'y a pas il n'y a pas des gens mauvais et des gens bien, mais nous sommes tous des êtres humains et qui peuvent à un moment donné faire des choses terribles et qui peuvent vraiment faire le bien dans des autres conditions, si je voulais. Alors j'essaye d'aimer mes personnages, de ne pas les juger, mais d'essayer de les mieux comprendre. Il y a des personnages que je ne peux pas aimer, je n'arrive pas à les aimer, comme le général par exemple. Oui. Je ne peux pas aimer quelqu'un qui torture les autres, vous voyez. Mais par exemple, Aïssam, l'ex-militant communiste qui n'a pas pu supporter la torture et qui s'est vendu pour le pouvoir. Je l'aime, je le comprends très bien, vous voyez, parce qu'il n'est pas mauvais, il n'a pas pu supporter, vous voyez, il s'est cassé. Et il fait du bien quand même, parce que si tu vois sa relation avec Mazen, qui est le fils de son camarade, il le protège, il l'aime et tout, mais je ne suis pas d'accord avec ses opinions, parce qu'il y a des opinions, je ne suis pas d'accord avec ses opinions. Mais là, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on sent qu'il y a des personnages qui vous insupportent. C'est-à-dire que dans l'Automobile Club du Caire, il y avait le personnage d'Elquo qui était odieux, mais on sentait quand même... Vous lui trouviez des raisons, vous lui trouviez des circonstances atténuantes. Là, par exemple, le cher Chamel, le prédicateur, on sent que c'est un personnage que vous n'aimez pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous qui ne vivons pas en Égypte, l'importance de ces prédicateurs au sein de la société égyptienne et quel est leur rôle et comment ils se sont installés là? Non, les prédicateurs, c'est un phénomène wahhabite qui n'existait pas avant. Les Égyptiens étaient toujours musulmans, la plupart. Il y avait des Coptes, il y a des Coptes quand même, mais la majorité était toujours musulmans. Mais on a fait un combat dès 1919 jusqu'à 1954. On a fait un combat pour un été démocratique, séculaire, laïque. Vous voyez, ça, on ne le connaît pas souvent à l'Occident. C'est qu'on a fait un combat pour un État laïque. Et même quand on est tombé dans la dictature militaire, c'était une dictature laïque, vous voyez. Le problème avec le pétrole a commencé avec le pétrole. Après la guerre de 1973, le prix de pétrole s'est doublé 4 ou 5 fois, même plus, donnant au régime de Golfe une force incroyable, politique et économique. Toutes les familles royales du Golfe, tous les régimes de Golfe sont des alliances entre les familles royales et les wahhabites. Alors, si on fait la promotion pour le wahhabisme, et ça c'est partout dans le monde, c'est pas seulement en Égypte, tous les mosquées, la plupart des mosquées à l'Occident sont soutenues par des associations wahhabites. Alors, si on fait la promotion pour le wahhabisme, qui est une interprétation très fermée, agressive contre la femme, contre la démocratie de l'islam, et qui est le contraire de notre interprétation égyptienne de l'islam, qui était très tolérante, si on fait la promotion pour le wahhabisme, ça va donner de la stabilité pour les régimes de Golfe. Alors, il y a la politique, il y a le pétrole, vous voyez. Alors, ce qu'on s'est rendu, pas moi, mais les gouvernements occidentaux se sont rendus compte à la fin que le wahhabisme, c'est l'idéologie du terrorisme. Vous voyez, c'est comme si vous avez étudié 5 ans pour être dentiste et vous appliquez, vous pratiquez pour la première fois. Vous voyez, alors le pratique là, c'est le terrorisme. Ouais. Mais les 5 ans d'études, c'est le wahhabisme. Vous voyez. Ouais. Alors, même quand on a compris ça, on n'a pas voulu les gouvernements
occidentaux, surtout le gouvernement américain, n'a pas voulu vraiment faire du mal pour le partenaire du pétrole. Et ils sont allés pour tuer les gens en Irak, Afghanistan, parce qu'ils sont terroristes là-bas. Ils disent qu'ils sont terroristes là-bas. Et la source de wahhabisme existe à l'Arabie Saoudite. C'est la source, vous voyez. On peut rien dire parce qu'il y a le pétrole, il y a... Vous voyez. Oui. D'où ce personnage de Cher Chamel qui est très introduit et qui confisque la religion pour en faire... il la réécrit complètement. Oui, c'est une autre religion presque. Lui, il est marié de trois femmes. Il a fait des enfants avec ces 3 femmes. Et j'ai été inspiré par quelqu'un vraiment de vrai, qui est mon voisin au Caire. Alors comment il vit? On partage, il est vraiment très proche de moi. Alors et les gens qui nettoient ma maison nettoient sa maison aussi. Alors tu vois, ces gens-là, ils parlent. Oui. Et qu'est-ce qu'il raconte? Ils racontent des choses incroyables. Mais ils racontent, ils sont très contents. Vous voyez, ils disent que c'est très bien, c'est quelqu'un vraiment de très islamiste. Et pour comprendre, je ne dois pas dire non. Hein? Je dois dire, ah oui, il est très bien quand même. Combien de femmes il a? Alors, la réponse, lui, tout le temps, il suit la religion. Il a sa maison, 4 étages, il a 3 femmes. Chaque femme un étage, avec ses enfants. Ça fait du monde. Du monde. Et le 4e étage est vide. Parce que ça, c'est pour le mariage rapide. Vous voyez? Alors, il prend une petite femme qui est belle, elle doit être belle quand même, et jeune et pauvre. Pauvre, c'est très important. Hein. Et j'ai écrit ça dans le roman. Et, il se marie avec elle pendant 2 semaines ou 3 semaines, 3 mois, sans enfants. Sans enfants. Et après, il divorce et paie une somme d'argent pour les parents. Et il a toujours des voitures de luxe. Il a des Hummer, il a des Cadillac, tu vois. Et c'est toujours en noir. Pourquoi? Parce qu'il dit que la femme, ce monsieur qui m'a inspiré pour écrire ce personnage, a dit une fois à la télévision, pourquoi les femmes qui ont le burqa, c'est en noir? Parce qu'il a dit ça. Vous voyez la mentalité, hein? Il a dit, parce que le noir donne du prestige. Vous voyez? C'est comme, il a dit, comme vous achetez une voiture Mercedes. Si la voiture est en noir, ça veut dire que vous êtes vraiment quelqu'un de très important. Vous voyez? J'ai jamais acheté Mercedes et je n'aime pas le noir dans les voitures. Mais vraiment, c'est une mentalité qui m'a inspiré pour écrire ce personnage. Oui, j'imagine. Et alors, il y a un autre personnage dont j'aimerais qu'on parle, un personnage de femme extrêmement complexe et là, on sent que vous l'aimez, mais en même temps, non, ce qu'elle fait, pour moi, c'est impressionnant. Oui. Parce qu'elle est douée quand même. Et elle travaille sur son talent. Moi, je fais la même chose, mais en écriture. Alors, on va préciser pour les gens qui n'auraient pas encore lu le livre que c'est une présentatrice de télévision très pieuse qui se marie, enfin, du moins, c'est l'image qu'elle veut donner, hein, qu'elle est très pieuse, et qui se sert des hommes, mais avec maestria, avec beaucoup d'intelligence pour arriver à garder le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage? Non, j'ai été inspiré par des vraies personnes. Ouais. Vous voyez? Et quand ce roman a été interdit en Égypte, moi je suis interdit d'écrire de la télévision, de tout en Égypte, mais ce roman a été interdit. Ma maison de publication avait peur a refusé, avait peur. Alors je l'ai publié en Liban. Et malgré le fait qu'il est interdit, ils ont attaqué le roman
dans les médias. Le roman n'existe pas en Égypte. Alors, il y avait une présentatrice de télévision qui était vraiment en colère en disant que quel genre de roman, mais qu'est-ce que vous écrivez? On doit arrêter ce monsieur, la police doit l'arrêter. Parce qu'il y avait des choses, des histoires. C'est une des femmes qui m'a inspiré pour écrire Nourhan. Alors j'ai utilisé des histoires qu'elle a fait elle, vous voyez. Ouais. Alors elle était vraiment en colère. Mais tant pis quand même. Oui. Oui, et elle aussi, finalement, comme le Cher, utilise la religion pour couvrir. On fait ce qu'on veut. On essaye d'avoir tous les intérêts, la fortune et tout. Et après, on cherche la couverture de religion. Et c'est ça le wahhabisme. C'est vraiment... Moi, je pense, et j'écris plusieurs fois, avant le wahhabisme, les Égyptiens ne s'intéressaient pas à se présenter comme religieux, mais ils étaient religieux. Si la religion incarne les valeurs humaines, moi je pense qu'on était plus religieux avant. Mais maintenant, on s'intéresse à l'image plus que la réalité. Oui. Alors, moi, je suis toujours touchée par vos livres parce qu'ils sont très féministes. Vraiment très, très féministes. Vous êtes un féministe dans l'âme, Alal Aswani. Et je me demandais quelle image votre maman vous a donné des femmes, justement, quand vous étiez petit. Qu'est-ce que vous voyez en elle? Très bien. Merci pour... Ma mère venait d'une famille connue en Égypte. Oui. Son oncle était le ministre d'éducation, mais j'ai jamais senti ça. Quand j'étais petit, elle était comme les autres. Et elle étudiait, elle travaillait, elle s'occupait de moi en même temps. Et c'était la génération de ma mère était vraiment la génération de la femme libérée, si vous voulez. Hein? Parce qu'il n'y avait pas de cette influence wahhabite. Et c'était normal qu'une femme doit étudier, doit travailler, et elle m'a donné vraiment un modèle. Et merci pour la question, parce que je pense que cette relation avec ma mère, qui était une relation très profonde et très belle, m'a influencé, a construit ma vision pour les femmes, pour toutes les femmes. Tu vois? Oui. J'aimerais aussi, justement, parler, on l'évoquait brièvement tout à l'heure, il y a quelque chose qui ressort de la société égyptienne très très fort, c'est la corruption. Et qui éclate dans ce livre vraiment au grand jour, c'est une corruption à tous les niveaux. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand fléau qui s'abat sur l'Égypte aujourd'hui? Le plus grand problème, est-ce que c'est la corruption du pays? C'est quoi pour vous? Écoutez, en médecine, on ne doit pas confondre la maladie avec les conséquences, les symptômes. Les symptômes et les complications. On doit toujours trouver la maladie, parce que on ne sera jamais capable de guérir les symptômes sans guérir la maladie. La maladie de l'Égypte, c'est la dictature. Ça, c'est la maladie. La corruption, même le wahhabisme, la position des femmes, la violation des droits de l'homme, sont tous des symptômes et complications d'une seule maladie. Alors, notre révolution on a essayé de se débarrasser de la maladie. Parce que sous une dictature, je viens de terminer un livre qui va sortir en anglais sur la dictature, le syndrome de la dictature. On devient déformé sous une dictature, dès le commencement, parce que il y a toujours, les gens pensent parfois que ça sera toujours
la corruption, ça sera toujours dans le domaine politique. Ça, c'est pas vrai. Ça commence en politique, mais ça va être diffusé partout. Vous voyez, dès que vous voyez le président qui a fait des élections, et on connaît tous que personne n'a voté, et il a eu, ça c'est presque la règle en Égypte, dans le monde arabe. Il a eu comme résultat 99,94%. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui a dit non. Vous voyez? On cherche cette personne où elle est. Tu vois? Alors, dès que vous savez ça, et vous aurez... Vous êtes enfant et vos parents vous disent mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça, hein, 99, ils se moquent de ça. Et vous allez à l'école. Et le professeur à l'école va vous demander d'écrire une rédaction sur notre leader, comment il a gagné dans les élections. Alors, maintenant, vous avez une expérience de vie significative. C'est que ce qu'on dit chez vous, c'est pas ce qu'on doit écrire à l'école. Vous voyez? Alors, et ça va continuer cette division. C'est que ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on croit. Vous voyez? On dit toujours ce qui convient les autres. Mais on dit jamais ce qu'on pense, parce que si on dit jamais il y avait une fille, ça c'est arrivé en Égypte, 2008. Il y avait une fille qui a écrit dans une rédaction, petite fille, que c'est vraiment, ça suffit pour M. Moubarak, parce que, vous voyez, il est au pouvoir maintenant plus que 25 ans, et c'est incroyable, elle a dit des choses comme ça. Alors c'était vraiment la guerre dans le ministère de l'éducation. Ils ont arrêté la fille. Après 2 heures après la rédaction, ils ont arrêté la fille. Ils ont arrêté les parents. Et ils ont annoncé que la fille a échoué totalement. Cette année, elle a échoué totalement. Dans toutes les matières. Oui, toutes les matières. Et M. Moubarak, et ils ont écrit un rapport, parce qu'ils ont peur, le ministère, les gens du ministère de l'Éducation, ils ont peur. Ils ont dit que, même si c'est une petite fille, mais les parents, ils sont déformés mentalement, vous voyez, et politiquement, ils sont pas bien. Alors, M. Moubarak aimait jouer le rôle du père, et il a appelé la fille, elle a dit ça va, tu seras bien et tout. On a lu dans les journaux, Moubarak a appelé sa fille pour dire que ça va et tout. Mais le ministère d'éducation, qui connaissent Moubarak très bien, ils ont dit aux côtés, on ne va pas faire un procès contre les parents, parce que M. Moubarak, notre leader, notre père, le père de la nation, a appelé la fille, mais elle a échoué. Ouais. Elle a échoué, elle doit refaire l'année scolaire. Ouais. Hein? Alors, parce qu'ils comprennent que, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est qu'il a appelé la fille, mais ça ne veut pas dire qu'elle est pardonnée totalement. Non, on doit laisser un morceau, vous voyez. Alors, une société devient vraiment déformée. Ouais. Vous voyez? Alors, c'est pas question, la corruption, oui, existe, mais c'est les complications de la dictature. De la dictature. Et cette dictature, justement, qui a succédé, vous le racontez très bien dans votre livre, les militaires, pour pouvoir conserver le pouvoir, ont sacrifié Moubarak. Ils ont fait une alliance avec les frères musulmans, qui ont trahi la révolution. Les frères musulmans sont arrivés au pouvoir. Quand ils ont voulu en avoir trop, les militaires sont revenus. Et nous avons aujourd'hui le général El-Sisi au pouvoir. Comment... Maréchal. Le maréchal, pardon. Oula. Moi aussi, je sens que... On va pas faire ses fautes, non. À quoi ressemble... Est-ce que cette nouvelle dictature militaire
est différente de celle de Moubarak, où on est dans le droit fil, ou c'est même pire? Non, ce n'est pas une nouvelle dictature, c'est une nouvelle version de la même dictature. Oui. Vous voyez, parce qu'on est dans une dictature militaire dès 1952. Oui. Alors, mais c'est une nouvelle version, vous voyez. Alors, non, et c'est pire que les autres, parce que le régime maintenant en Égypte, c'est comme après la révolution. Et les généraux de sécurité sont les mêmes. Hein? Mais ils se comportent comme un tigre blessé. Le tigre blessé est beaucoup plus dangereux que le tigre qui n'est pas blessé. Parce que le tigre qui n'est pas blessé, il a confiance à lui-même. Il sait qu'il est très fort. Il n'a pas besoin d'attaquer tout le monde. Le tigre blessé, il n'a plus cette confiance. Et aussi, il a été blessé, et il peut être blessé une autre fois. Alors, plus jamais. Alors, il attaque tout le monde. C'est pour cela qu'on met tout le monde en prison en Égypte maintenant. Ouais. Et après, on cherche des raisons. Oui. Alors, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup marquée dans le livre qui est prononcée par Madani. Madani, qui est donc le chauffeur de l'usine où travaille Sam Chalan. Et c'est aussi le père d'un étudiant en médecine, Khaled, qui va, je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore lu. Il dit à son fils, il dit « Mon fils, pourquoi te mets-tu en colère ?» dit-il. « C'est leur pays, ils y font ce qu'ils veulent », en parlant des généraux et en parlant des militaires. Est-ce que ça veut dire que l'Égypte est confisquée et que les citoyens égyptiens ont le sentiment que finalement leur pays ne leur appartient pas? Oui, c'était toujours comme ça. Avec sauf des moments, par exemple, pendant la guerre, les gens sentaient que non, l'Égypte fait la guerre, c'est pas le pouvoir, mais c'est toute l'Égypte. Oui, toute l'Égypte était embarquée. Et après la Révolution, il y a des milliers de jeunes, des filles et garçons, qui sont descendus dans toutes les villes égyptiennes pour nettoyer les rues après la chute de Moubarak. Et le message était, maintenant c'est notre pays. Et notre pays doit être propre. Vous voyez? Alors, oui, mais à la fin, mais si tu ne décides rien, et tu n'as aucun droit devant le pouvoir, et on peut faire ce qu'ils veulent, mais c'est très difficile ou presque impossible de garder le sentiment du citoyen. Parce que le citoyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est notre pays. Moi, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de voter, j'ai le droit de vous changer si vous êtes ministre ou premier ministre. Mais si j'ai pas ces droits, et c'est eux qui monopolisent le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, et c'est ça le message. Moi, je fais ce que je veux. Alors, non, ce qu'il a dit, c'est malheureusement, c'est la manière à laquelle les gens voient les choses. Est-ce qu'au moment de la Révolution, en 2011, en janvier 2011, vous sentiez que le pouvoir sacrifiait Moubarak pour mieux rester? Est-ce que vous pensiez que les militaires reviendraient aussi vite? Non, c'est pas. On n'était pas. C'est une faute. Moi, j'ai un livre qui s'appelle Les fautes de la Révolution, parce que participer à la Révolution, ça ne veut pas dire que de ne pas voir ou ne pas voir ses fautes, les erreurs. Il y avait des erreurs. Vous voyez, on n'était pas capable de voir la différence entre l'armée et l'administration politique de l'armée, le conseil militaire. Parce que l'armée, on est très fiers de l'armée en Égypte, on aime l'armée. Ça, c'est le sentiment normal, parce que l'armée, c'est notre armée, c'est pas l'armée du président. Vous voyez, chaque famille en Égypte, il y a quelqu'un à l'armée. Mais on a fait confiance au conseil militaire, parce qu'ils ont dit au commencement, on soutient la révolution et tout. Mais on s'est rendu compte rapidement, quand même, que non, ils sont contre la révolution. Et moi, à l'époque, j'ai écrit, parce que j'ai utilisé La Fontaine, les fables de La Fontaine, le temps de Moubarak,
Et j'ai écrit des histoires d'animaux. J'ai écrit qu'il y a, dans la forêt, il y a un éléphant qui est très âgé et qui ne peut plus réfléchir. Et maintenant, il veut mettre son fils, qui est un petit éléphant, au lieu de sa place. Mais les animaux ne sont pas contents. Parce qu'ils savent très bien que le petit éléphant, c'est un con, il est imbécile, il n'est pas capable de faire rien. Mais l'éléphant est protégé par des chiens très méchants qui peuvent déchirer tout le monde. Ouais. J'ai publié ça à l'époque dans le journal et l'assistant du ministre de l'Intérieur, il était vraiment en colère et il a appelé le rédacteur en chef. Il a dit, vous dites de la police égyptienne que nous sommes des chiens. Il a dit, où est ça? Le rédacteur en chef était mon ami. Il a dit, où est ça? Il a dit, moi j'ai écrit, il a dit, non, c'est vraiment, ça m'étonne que vous pensiez comme ça, c'est une histoire d'animaux pour les enfants, tu vois. Alors, après la Révolution, quand j'ai commencé à sentir que le Conseil militaire n'est pas avec la Révolution, j'ai continué avec une autre histoire, que l'éléphant qui a été chassé par les animaux hors de la forêt, avec le lion qui est l'armée, le lion qu'on aime beaucoup, mais il y a un petit singe, mais vraiment très intelligent, qui a suivi le lion pendant la nuit. Il a vu que le lion, il sort de la forêt pour faire un complot avec l'éléphant. Et je suis allé parce qu'ils invitaient les gens de la Révolution à l'époque. Ils m'ont invité avec 3 autres révolutionnaires. Il y avait M. Sissi et un autre général. Et c'était très bien, on a parlé et tout. Alors l'autre général, qui va devenir le ministre de Défense après, il m'a dit, est-ce que vous pensez que l'armée a soutenu la Révolution? Et j'ai dit, écoutez, vous dites que l'armée... Mais il y a quand même, vous avez fait ça et ça et ça. Je pense que pour moi, ça ne signifie pas que vous êtes en train de soutenir la révolution. Alors il m'a dit, oui, mais quand même, on n'a pas fait de complot avec Moubarak. Hein? Et j'ai dit, oui. Il a dit, alors, ben, il était un peu nerveux. Le lion ne sort pas pendant la nuit pour rencontrer l'éléphant. Et je trouve ça génial parce que il parle de l'éléphant. Oui. Il avait tout compris. Il avait tout compris. Est-ce que vous en avez voulu aux Égyptiens de ne pas avoir supporté les valeurs de la Révolution assez haut? Non, c'est pas ça. C'est que quelques personnages disent ça, mais c'est pas mon opinion. Non, ce qui est vrai, c'est que après 30 ou 40 ans de dictature, il y a toujours des gens, surtout les gens qui sont plus jeunes, qui s'adaptent à la dictature. C'est que quand vous avez 70 ans, 60 ans, vous avez été toujours, vous avez vécu toujours dans une dictature. Vous avez fait votre vie, vous avez fait les enfants. Alors, à un moment donné, c'est presque impossible de vous convaincre qu'on doit faire quelque chose contre la dictature. Parce que la dictature est devenue un élément de votre vie, si vous voulez. Et intéressamment, cette idée de s'adapter à la dictature, le premier qui a présenté, c'est un vrai génie, un sociologue français, qui s'appelle, au XVIe siècle, qui s'appelle Étienne de la Boissière. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire. Et il a dit ça. Il a dit que la dictature déforme. Et après, les gens qui ont vécu sous une dictature, ils n'ont plus besoin, parfois ou plusieurs fois, de la liberté parce que
ils ne sont pas préparés pour payer le prix parce qu'ils se sont adaptés à la dictature. Mais il a dit aussi ce qui s'est passé en Égypte exactement. C'est qu'il y aura toujours une génération de jeunes qui auront toujours besoin de la liberté et qui seront toujours préparés pour payer le prix, malgré le fait qu'ils n'ont jamais vécu la liberté, mais ils sont nés avec ce besoin. Et ces jeunes qui vont se révolter, mais ils vont se révolter pas seulement contre la dictature, mais contre leurs parents aussi. Parce que leurs parents n'arriveront jamais à comprendre ce que ces jeunes veulent. Vous voyez? Et vous, pour vous, l'espoir de l'Égypte réside dans cette jeunesse? Oui, c'est pour cela que je suis optimiste. On a 60% des Égyptiens au-dessous de l'âge de 40 ans. Ça veut dire qu'il s'agit d'un pays jeune. Alors, c'est pour cela que je suis optimiste. D'accord. L'état de l'Égypte est le même que de nombreux pays arabes. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui est spécifique à l'Égypte? Non, nous avons les mêmes problèmes. Les dictatures, nous sommes tombés dans des dictatures après l'indépendance. Il y a toujours des différences. Par exemple, il n'y a pas de tribus en Égypte. Le rôle des tribus est très important, par exemple, dans des autres pays, comme le Yémen, comme vous voyez. Mais le problème, c'est que moi, je pense que on est capable, comme Égyptiens, de faire beaucoup de choses. Mais on a été toujours paralysé par une dictature et on n'est pas capable, on n'est plus capable, on n'était pas capable de faire ce qu'on peut faire. Vous voyez, l'Égypte a des moyens, des potentiels incroyables. Vous voyez, en sciences, en art, en cinéma, en littérature et tout. Mais on est toujours paralysé par la dictature. Oui, d'accord. Ça sera ma dernière question avant de passer la parole à la salle. Il y a une autre phrase du livre, l'un de vos personnages dit « Malheureusement, nous sommes en Égypte où l'on n'accorde aucune dignité à un penseur sérieux ou un savant distingué, alors que toute la gloire est réservée aux escrocs et aux imposteurs. » Vous êtes ce penseur sérieux. Comment vous faites? Est-ce que c'est encore possible alors plutôt? Est-ce que c'est encore possible pour vous aujourd'hui de vivre en Égypte? Oui, c'est possible, mais c'est difficile. Vous vivez dans un... Je vis, j'ai pas décidé de quitter mon pays, mais vraiment c'est difficile. Je suis interdit d'écrire, interdit de tout à la télévision, interdit de faire des événements, des rencontres comme ça, interdit de publier mes livres. Il y a toujours une propagande contre moi dans les médias. On m'accuse tout le temps d'être un agent de CIA et de Mossad, ce qui c'est un peu drôle. Non, mais ils continuent. Ils m'ont accusé d'être un agent de CIA et de Mossad et de l'Iran à la fois. Forcément. C'est un peu difficile. Hein. On ne peut pas être agent de Mossad et de l'Iran. Forcément. Alors, on continue à dire des bêtises pareilles et on vous considère comme un écrivain contre l'État, un ennemi de l'État, ce qui n'est pas vrai. Je suis contre le régime, mais pas l'État. Mais ils confondent tout. Chaque fois que je voyage, ils me gardent 2 heures à l'aéroport, ils cherchent des livres. Comme si les livres étaient vraiment... Je t'ai raconté qu'on... On va le raconter. Oui. Et une fois, j'ai su que je ne dois pas vraiment avoir des livres dans la valise. Alors, j'ai essayé de ne plus avoir des livres, mais j'ai oublié un seul livre, qui était le livre d'Albert Camus, L'étranger, parce que moi, j'enseigne littérature en Amérique. Alors, j'ai eu un officier qui est venu, il a pris le livre, comme si il a trouvé... Il a dit, c'est quoi ça? Je dis, écoutez, c'est un romancier, écrivain français.
Ça, c'est un roman. Et je vous assure qu'il n'est pas contre le président Sisi. Alors, il ne connaît rien. Il a dit, vous l'avez rencontré en Amérique? J'ai dit, j'aurais voulu. Hein. Il a dit, non, vraiment, vous l'avez rencontré. J'ai dit, monsieur, il est mort en 1960. Hein. Alors, c'est impossible, il est mort en 1960. Alors, il a appelé son supérieur, il a dit, oui, il a un livre d'un écrivain français, et il peut pas, il se souvient plus du nom, alors il a dit, écrivain français qui est mort en 1960. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous voyez, c'est terrible. Hein? C'est amusant maintenant, hein? On s'amuse, parce que vraiment, mais quand ça arrive et vous vous trouvez dans une situation pareille, c'est pas amusant. J'imagine. Alain, merci. Je vais passer la parole à la salle. Il nous reste quelques minutes. Je suis sûre que vous avez des questions à poser. Il y a des micros à votre disposition. Et pas de questions à poser. Très bien. Très bien. Comment ça passe à la discussion? Parlez-nous un peu de ce travail. Pardon, il y a une main. J'ai vu une main se lever. Oui, je marche. Vous dites que votre livre, le dernier, a été imprimé au Liban. Oui. Est-ce que votre livre circule en Égypte? Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, sous le manteau. Voilà. Vous voyez, ça c'est... parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on ne peut plus interdire un livre, c'est fini. Vous voyez, c'est fini, c'est le passé. Ça existe sur l'Internet, on a fait des copies comme ça, on vend ces copies. Alors il est lu en Égypte, il est lu partout dans le monde arabe parce que c'est interdit officiellement, mais ça ne veut rien dire. Madame, devant juste là. Bonjour, juste une petite question. J'aimerais savoir comment, par rapport, si vous êtes interdit en Égypte, mais vous n'êtes pas interdit dans les pays de la Méditerranée, les caractères des Égyptiens dont vous parlez, qui sont par exemple de mettre sur un piédestal un escroc et de descendre un intellectuel, ou la jalousie qui règne beaucoup, ou l'envie, le regard qu'on a sur les autres. Je suis désolé, mais ça résonne le son. Je n'arrive pas à comprendre, je suis désolé. Non, mais c'est peut-être moi qui... Vous pouvez parler sans micro, je pense que... Non, je voulais savoir, vous êtes interdit en Égypte, mais pas en Méditerranée. Hein, vous êtes lu dans tous les pays de la Méditerranée. En même temps, l'Égypte, historiquement, même la vision qu'on a de l'Égypte en Méditerranée, l'Égypte est à part, elle vient d'une certaine façon de plus loin. L'Égypte est à part par rapport aux autres pays. L'Égypte vient de plus loin pour les Méditerranéens. Elle est plus mystérieuse par rapport aux pays du Maghreb, même par rapport au Liban, par rapport à la Syrie. L'Égypte a quand même une image extrêmement forte par son histoire, par Napoléon, par les pyramides, par le fleuve. Enfin, le cinéma. Voilà, oui. C'est très très singulier pour les Méditerranéens. Et en même temps, la question que je vous pose, c'est simplement comment vous évoluez, comment vous vous sentez dans cette Méditerranée. Vous avez parlé des États-Unis. Je crois savoir que vous y vivez en partie. Et comment, par rapport à la Méditerranée, les caractéristiques de cette... Parce que les caractéristiques de la population égyptienne, on les retrouve en Méditerranée. Absolument. Comment vous évoluez, vous, là-dedans? Non, je suis d'accord. Moi, je crois que la Méditerranée vraiment est une culture et on partage cette culture. Peut-être on ne comprend pas parfois, mais si vous allez à Marseille et vous allez à Alexandrie, vous allez trouver les deux villes partagent beaucoup de choses. Hein. Les gens, ils ont beaucoup de choses en commun. Et je me trouve dans cette culture. Je me trouve dans la culture méditerranéenne. Je suis allé en Amérique parce que ils m'ont invité d'être un visiting professor dans les universités américaines.
Et c'est un système qui existe en Amérique, c'est que dans les départements de lettres, il y a les professeurs de lettres, il y a aussi les écrivains. Comme ça, les étudiants seront capables d'apprendre les théories d'un professeur et aussi le pratique d'un écrivain. Et ce système, malheureusement, n'existe pas en Europe ou existe rarement en Europe. Mais je pense qu'on doit vraiment faire un effort pour présenter cette culture, la culture méditerranéenne. Le rôle de l'Égypte, oui, le rôle de l'Égypte, même après la dictature, a joué un rôle majeur en littérature et tout, mais je répète, je crois que les moyens de l'Égypte sont beaucoup plus, qu'on a été paralysé par la dictature, mais on peut toujours faire de plus si on aura une vraie démocratie. Une dernière question peut-être? Juste une dernière question pour moi, Ala. Qu'est-ce que vous enseignez de plus important aux élèves à l'université? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus important comme écrivain? Le problème, c'est qu'on enseigne, j'enseigne quelque chose qui s'appelle creative writing, écriture créative, si vous voulez. Et j'ai trouvé qu'en Amérique, on enseigne tout le temps les techniques sans forcément donner du background, dans le sens que vous trouvez quelqu'un qui a étudié creative writing pendant 2 ans et vous vous rendez compte qu'il n'a jamais lu Balzac, par exemple, jamais Dostoïevski. Tchekhov, j'ai lu deux nouvelles. Ce que j'essaye de faire, et j'ai créé mon atelier d'écriture à moi aussi, à New York, c'est que vous pouvez être peut-être journaliste, je ne sais pas, sans lire les chefs-d'œuvre de littérature, mais jamais vous ne serez un grand écrivain sans lire les grands écrivains. Alors j'essaye tout le temps de lire avec eux les grands textes et d'essayer d'apprécier les grands textes, de sentir la beauté littéraire, si tu veux, dans les grands textes. D'accord. Alain, merci beaucoup. Merci à vous, c'était vraiment très bien. Merci à vous. Merci.